On commence avec une série à suspense, Spécimen, de Pauline Clavière. Exactement, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu un livre aussi vite. Et en plus, c'est un gros pavé, mais je l'ai lu 2 fois. Vous allez comprendre pourquoi. Qui fleurit ça et là, Pauline Clavière conduit son roman L'air crâne et la main sûre, marchant sur une crête étroite et malaisée qu'on appelle encore la littérature. Et ce compliment-là, il est un peu long, sinon vous l'auriez déjà tatoué quelque part sur le corps. Sur mon front, Babette. Franchement, je dors avec, Bonjour à tous et bienvenue dans Play Livre. On ne parle que de lui, il est l'objet de tous les fantasmes, toutes les folies et toutes les craintes, c'est le monde d'après. Alors il ressemblera à quoi, ce monde d'après? Est sorti il y a seulement quelques jours et une adaptation est déjà en production. C'est incroyable ça, comment c'est possible? Ouais, c'est assez fou. C'est la première fois que ça se produit. Je vais pas du tout faire style c'est normal et je suis habituée. Je fais le clap parce qu'après on oriente Fais ton le clap. son et les... Ah, Bonjour Pauline, salut à tous les deux. comment ça va? Écoute, très bien, je suis très heureuse d'être là. Le studio est très beau, je suis ravie de vous rencontrer. On est ravis de te recevoir Merci aussi. beaucoup. Merci beaucoup d'être venu Avec aujourd'hui dans le plaisir. cadre de ta promotion pour Spécimen. On Ouais. aura l'occasion de s'en parler tout à Bien l'heure. sûr. Donc pour te rappeler un peu le concept de Signum, ici nous essayons de capter les signaux de gens qui viennent d'horizons différents et qui à un moment donné ont compris que leur destinée, ou du moins leur raison d'être, est dans un certain domaine. Et on est ravis de t'avoir aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce qui t'a amené à écrire et qu'est-ce qui t'amène aussi à vivre dans cette dualité, on a eu l'occasion de s'en parler juste avant, entre le journalisme et l'écriture. Donc déjà, là tu écris ton 4e roman. Est-ce que tu as toujours cette pression de la bonne élève à te dire ok, est-ce que mon roman est bon? Est-ce que tu as ce doute en fait qui te traverse tout le temps? Ouais, alors, bien sûr. Ouais. Mais c'est très difficile de répondre à la question dans ce sens-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il est bon? Moi, je trouverais jamais que mon travail est bon. Je trouverais que, par exemple, je me dis, est-ce que je suis allée au fond de mon obsession? Est-ce que je suis allée au bout de ce que je voulais comprendre? Est-ce que j'ai suffisamment exploré? Est-ce que j'ai été suffisamment honnête? Parce qu'il me semble que l'écriture, Par c'est une rapport à question d'honnêteté. C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment allée là où il y avait un nœud et donc un sujet pour l'écriture? D'accord. Est-ce que je suis allée au fond de ce que j'appelle l'obsession, tu vois? C'est-à-dire, il me semble qu'à à la racine de toute forme d'écriture, parce que c'est fastidieux l'écriture, tu vas passer des heures enfermé, tu vas être seul, Bien tu sûr. vas avoir ça en tête du matin au soir. Donc est-ce que ce qui a motivé l'écriture, voilà, est-ce que cet objet final, le livre, répond à cette obsession? Est-ce que je suis allée au bout? Voilà, ce serait plutôt cette chose-là, quoi. La promesse que je me fais, c'est celle-là. Et comment tu vis cette transition? Donc je parlais tout à l'heure de la dualité entre le métier de journaliste et le métier d'autrice. Aujourd'hui, on te pose des questions. Comment tu te sens par rapport à être le centre de l'attention? Parce que finalement, on le sent avec Thomas après 6 épisodes. C'est très confortable de poser des questions. C'est vrai, moi, c'est pour ça que je fais ce métier, j'adore ça. Et puis, je suis très curieuse de la façon dont les autres travaillent. Tu vois, c'est ce que tu me disais, vous faites ça aussi pour rencontrer des gens. Et c'est vrai que c'est toujours, ça nourrit beaucoup. Ouais. Donc, moi, j'adore ce métier-là. Mais par ailleurs, j'ai vraiment un grand besoin de solitude, d'introspection, puis de temps pour moi, loin du bruit, loin des gens, loin de toute forme de relation sociale. Et le seul moyen que j'ai trouvé de vivre cette vie un peu particulière, quoi, c'est l'écriture. Oui, bien Parce sûr. que voilà, le matin, je me retrouve chez moi, voilà, je m'enferme dans mon bureau et il est temps, quoi. Face à la mer. Ah non, il n'y a pas la mer. Enfin, dans mon bureau, à moi en plus particulièrement, j'ai besoin d'aucune distraction et toute forme de cadre trop beau, je pense, me divertirait. T'es dans un bunker? Un bunker, mais le bureau est très sympa, mais ça reste un bureau avec une bibliothèque et tu vois, quelque chose qui induit la concentration, quoi, en tout cas. C'est gentil. Et c'est marrant parce que tu vois, c'est même les premières, ce que tu dis là, les premières critiques sur mon premier roman, c'était ça. Je me rappelle d'un article dans Le L d'un journaliste qui s'appelait Patrick Williams qui avait dit mais comment est-ce possible que en gros une jeune fille comme ça qui a l'air vraiment tranquille et mignonne quoi Ouais. sorte des trucs comme ça sur la prison. Et je pense qu'effectivement
il y a un peu ce tropisme chez moi d'écrire des choses très sombres, Bien sûr. très noires, très thriller, mais il y a fondamentalement que ça qui m'intéresse dans l'écriture, en fait. Tu vois, je me vois pas du tout... À un moment, je me dis peut-être ce serait bien d'écrire des choses un peu gaies, des histoires d'amour, des trucs un peu, voilà. Un peu C'est sympa. pas du tout, c'est pas moi, ça motive pas du tout mon écriture, j'ai pas du tout envie d'aller là. Donc je pense qu'il y a effectivement ces deux facettes, mais qui sont absolument nécessaires l'une et l'autre. C'est-à-dire que la télévision, la radio, le personnage public, c'est moi complètement, c'est moi enfant. Tu vois, j'ai jamais arrêté d'être une personne très gaie avec les autres. Et puis voilà, je le suis aussi. Mais dans mes phases de repos, d'introspection, j'ai besoin d'aller explorer tout ça, quoi. Pour moi, c'est vraiment, c'est même pas une dualité. Pour moi, c'est ma personnalité. C'est juste que maintenant, effectivement, avec les livres, on se rend compte que, bah, waouh, elle a les deux. Ouais. Tu sais, c'est comme, ce qui est un peu rigolo, c'est que j'y pensais en venant à vélo, là, en venant vous voir. Je me dis, tiens, c'est fou, Pauline, t'as mis un tel temps à construire un personnage, pas un personnage, mais à arriver au bout de ce que tu voulais faire, c'est-à-dire de la télévision, de la radio, donc un métier d'image. Bien sûr. Et là, on dirait que ça y est, bim, t'es en train de casser la petite statuette pour déconstruire un peu tout ce que t'as mis tant d'années à créer. Enfin, t'en as au moins 10 ans. Et c'est assez jouissif parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent dessous et qu'il y a une autre statuette, autre chose peut-être, ou je sais pas. C'est un peu bizarre de le dire comme ça parce que ça veut dire que je me fiche dans un truc. Mais en tout cas, ouais, ou les poupées russes, quoi. Ouais, bien sûr. Tu Ça. casses un masque en fait que tu as eu. Ouais, pas forcément un masque parce que c'était réellement moi et ça continue d'être moi. Ouais. Mais c'est dévoilé. Peut-être qu'en vieillissant aussi, il y a un truc, je vois ce petit, voilà, tu vois, tu dévoiles quelque chose. C'est plus. Avec le temps, t'acceptes plus. Je pense que quand t'es jeune, très jeune, t'as un idéal et l'objectif, c'est de coller à ça. Quitte à être un petit peu fermé là-dessus, un peu sectaire, tu vois, presque vis-à-vis de l'idée que tu as de ce que tu voudrais être. Alors que dans les faits, moi, ça a pris tellement de détours. Et puis voilà, pour le meilleur d'ailleurs, là, tu vois, ce livre Spécimen, les droits viennent d'être achetés pour le cinéma. Ouais, c'est incroyable. Et ça m'était jamais arrivé. J'aurais jamais pensé à ça pour moi. Tu vois, je me dis, si j'arrive à être sur une émission, ce sera super. Bon, ben, c'est le cas. Je suis hyper heureuse. Mais aujourd'hui, je me dis, attends, il y a un mec, en plus, le producteur qui l'a acheté, c'est Rodrigo Teixeira. Et c'est le mec qui a remporté les Oscars l'an dernier avec le film Je suis toujours là et qui avait fait aussi Call Me By Your Name. Donc, je veux dire, c'est pas n'importe qui. Donc, je touche du bois. Vos têtes à tous les deux. Pour toi, attends. On touche les plantes. Mais c'est vrai que... Et ça, c'est quelque chose dont je me dis, mais tu vois bien, il y a des surprises dans la vie. Bon, la surprise, c'est aussi que j'ai une agente qui est extraordinaire et qui a une maison à New York, qui a donc rencontré cet homme-là. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des réseaux, des choses qui se tissent auxquelles tu n'avais pas pensé. Et évidemment que c'est celles-là presque les plus réjouissantes, quoi, les plus folles. C'est ce qu'on appelle les signaux. Ouais. C'est vraiment le fait de capter un signal faible, un signal fort, et de prendre une décision qui va en découdre. Et donc, toi, tu passes du journalisme à l'écriture et peut-être au cinéma. C'est magnifique. Moi, j'aimerais retourner aux racines déjà pour le journalisme, puis l'écriture. D'où ça te vient? Écoute, déjà, je pense que toute petite, ça, je l'ai déjà dit, mais je tenais un petit journal de famille, tu vois. Un truc, genre quand ma mère partait en voyage, je disais, Liliane Clavière est partie en voyage, et puis elle est revenue, elle a fait ça. Et je mettais, nous, à l'époque, c'était les Word Art de Windows 98, version très, tu vois. On n'était pas encore nés. Ouais. je collais des trucs, j'étais là, waouh, vraiment, j'ai fait un beau journal. Donc, j'étais très fière de ça. Et après, j'ai un peu lâché ça, mais par exemple, j'ai toujours écrit dans les moments, je me rends compte a posteriori, mais dans les moments névralgiques de ma vie. Quand j'ai perdu des gens, quand je me suis toujours... Ça a été vraiment, même si le mot est un peu dévoyé, mais un refuge. Je me rendais compte que ce qui viscéralement comptait pour moi, je finissais par l'écrire. On en a parlé tout à l'heure, ça me parle énormément, puisque on en parlait notamment avec la citation de Michel Houellebecq. Je pense que l'écriture est un cri, donc parfois on en a besoin dans des moments très durs de sa vie. Exactement. Mais le cri ne fait pas livre. Exactement, oui, j'allais y venir, c'est la nuance. Ouais. Comment tu arrives à créer cette sorte de bouée de sauvetage ou alors cette arme qui te permet d'être vraiment toi? Tu as complètement raison en disant non seulement que c'est un cri ou une bouée de sauvetage, tu vois, la métaphore est belle et elle est juste. Bien sûr que c'est tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a cette chose viscérale, organique à l'origine de l'objet livre. Mais derrière, c'est beaucoup de travail. Puis il va y avoir un premier jet, donc ton premier cri. Ouais. Derrière, tu vas être là épuisé et te dire waouh, j'ai tout donné, mais ça va pas.
Parce que c'est illisible pour autrui ou parce que c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait le faire. J'en suis à là. Alors peut-être que... Non, mais il y a des génies, je pense à Jack Kerouac, il y a des gens dont sans doute les premiers jets sont déjà des merveilles en soi. Mais tu vois, même aujourd'hui, du Dostoïevski et tout, tu vois le travail, en fait. Bien sûr que c'était des monstres, sauf que derrière, bien sûr qu'il y a une stratégie narrative, il y a quelque chose de très construit, de très... Alors peut-être que cette intelligence-là de faire un récit tout de suite, il l'avait de manière, tu vois, instantanée. C'est fort probable, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que pour un auteur aller plus... Enfin, il me semble que la période du travail, de la confection du livre est quelque chose qui mérite du temps. Déjà parce que, au-delà du premier jet, parfois, tu as besoin de relire, tu as besoin de rajouter des choses, des subtilités, des strates. Il y a une première chose qui va t'inspirer le livre. Il y en a une seconde qui va te faire le regarder différemment. Et c'est vraiment ce qui se passe avec Spécimen. Tu vois, il y a plein de livres en un, quoi. Pour moi, il y a... Et c'est cette superposition qui fait un objet séduisant pour le lecteur, il me semble. Mais c'est pour te flatter aussi, mais... Il ne faut pas faire ça. Ou alors ne pas l'annoncer. Non, mais je le pense vraiment, c'est un parallèle avec Pouchkine. Un livre qui est peu connu en France, mais que je trouve brillant, c'est La fille du capitaine. Alors, je ne l'ai pas lu, ouais. C'est le dernier livre qu'il a écrit. D'accord. Et donc, Pouchkine, qui est un grand auteur russe, a toute sa vie essayé de travailler une narration, quelque chose qui lui représente. Et à la fin de sa vie, par rapport à l'épuisement qu'il a eu, mais par rapport à tout l'ADN qu'il a, ça a été une sorte de cri tellement naturel que finalement, c'est l'aboutissement de 10, 15, 20 romans en 200 pages. Et ouais. Et mais il a fallu tout ça avant, quoi. Et tu verras justement le parallèle, j'arrive avec toi. Là, tu es à ton 4e roman, Spécimen. Tu commences à avoir des automatismes, des choses qui te viennent petit à petit. Est-ce que tu as l'impression de moins réfléchir ou du moins d'avoir des instincts qui te permettent de mieux gérer ce cri? Alors, c'est pas si facile. C'est pas si facile. En fait, j'aimerais te dire oui, il y a des choses que j'ai acquises. Et bien sûr qu'il y a des choses que j'ai acquises avec le temps à force d'écrire. Mais chaque livre tient sa propre dynamique. Donc, en fait, un Laissez-nous la nuit, qui était mon premier roman, qui a été aimé pour sa spontanéité, justement, tu vois, par les éditeurs qui m'ont reçu et qui ont voulu l'éditer. Selon les maisons d'édition, je l'ai envoyé vraiment, lui, de la manière la plus naïve qui soit, par la poste. Tu vois, je connaissais personne. Tu vois, c'est pour ça qu'on avait cette discussion tout à l'heure, mais d'une manière très bouteille à la mer. Et j'ai été reçue chez Gallimard, chez Grasset et d'autres maisons, Stock, enfin voilà. Et en fait, chacun avait des choses à redire sur le texte, sauf Grasset, en tout cas moins que les autres. Et c'est chez eux que je suis allée. Mais en partie, pas par vanité, mais par peur de dénaturer. Et le livre a été très bien reçu et tout, c'était chouette. Tous tes livres ont été très bien reçus. Avec le recul, ils auraient dû l'amputer de moitié. Ah oui. Ouais. Vraiment, je le trouve trop long. Il y a plein de choses, des défauts que je lui trouve a posteriori. Mais en même temps, je me dis, s'il n'avait pas été cet objet spontané, cette création spontanée qu'il est, avec tous ses défauts, ses digressions, ses longueurs, ses personnages par beaucoup trop foisonnants. Tu vois, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai adoré Spécimen, il est aiguisé et tout. » Mais laissez-nous la nuit. Voilà, donc il y a des trucs quand même où toi, tu crois que tu fais mieux. Et certains gens aiment tes défauts, quoi. Et tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser instantanément à Gaël Faye. Beaucoup de gens ont dit que, les critiques littéraires ont dit que Jacques Aranda était bien au-dessus de Petit Pays, mais certains, enfin du moins les puristes, je pense que c'est pareil chez tes fans, ont dit non, Petit Pays, on aimait ce côté un peu brouillon. Puis tellement bouleversant, quoi. Ah, mais c'est... Ouais, moi je suis une grande fan de Gaël, mais en effet, il y a cette chose-là de consentir parfois à laisser des choses peut-être, mais on le sait qu'a posteriori ça, que ce sont des défauts, que quand on défend une écriture, quand on est dedans, on est complètement happé. Par contre, Spécimen, moi, m'a donné beaucoup de fil à retordre parce que c'est un genre à part entière, enfin c'est du thriller, donc il y a quand même pas des codes, mais il y a une attente. Et puis soi-même, comme c'est quand même un parallèle très ancré dans ma vie, voilà, il y avait une façon de progresser où il fallait que j'accompagne le lecteur par une technicité narrative plus tenue.
Voilà, il n'y a pas. Wunderland, le précédent, c'était une quête avec ma mère dans le village de son enfance où il y avait aussi voilà, des allers-retours historiques, des flashbacks autour de la guerre, autour des camps nazis. Donc, c'était encore quelque chose dans la gymnastique. Mais voilà, Spécimen, c'est un objet. C'est un aboutissement. Bah, pour moi, aujourd'hui, c'est le mieux que je pouvais faire à l'âge que j'ai et avec l'expérience que j'ai. Mais Donc, c'est formidable de Je pouvoir l'aime dire ça. beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est Ouais. vrai, t'as raison. Je ne m'étais pas encore posé le truc comme ça. Mais il y a vraiment une étape pour moi avec ce livre. Quelque chose où c'est très sérieux, quoi. J'ai l'impression, j'ai envie de passer beaucoup de temps à faire ça, quoi. Je sais que maintenant, c'est quelque chose de très sérieux pour moi. Et voilà, je ne l'ai pas fait sur un malentendu. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais envie d'écrire. Je l'ai fait parce que j'en avais besoin. Parce que le sujet comptait pour moi, que je pensais que le sujet méritait publicité au sens littéral, c'est-à-dire d'être porté, et parce que j'avais envie de lui donner une forme qu'il porterait. Donc voilà, il y avait plein de choses qui sont venues, mais qui étaient beaucoup plus, matures dans l'approche que peut-être les premiers écrits, quoi. Bien sûr. Comment est-ce que tu perçois la critique? Et est-ce que tu as vécu une évolution par rapport à ça aussi, depuis ton premier Ouais, bien sûr. jusqu'à maintenant? Ouais, c'est une bonne question parce que effectivement, quand tu débarques, toute critique est complètement inattendue. C'est-à-dire, on s'intéresse à toi, à ce que tu as écrit, à ce qui sort de ta tête. Donc, tu es survolté. Moi, j'étais survoltée. Je veux dire, le premier roman, en plus, a été vraiment. J'ai été très bien défendue par Grasset. Et je me rappelle le plus fou. Il y a eu cette une du Figaro littéraire qui était pour moi assez inattendue, où le mec signait une phrase. J'étais prête à me la faire tatouer sur le bras tellement j'étais là, waouh, c'est fou de dire un truc comme ça sur un truc qui est sorti de ma tête. Et puis il y avait un peu peut-être de réconfort par rapport, voilà, tu jettes une partie de toi, et puis j'étais peut-être encore plus à fleur de peau. Donc effectivement, ça a été très 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 fort au début. Voilà, c'est à vous aussi. Ils m'ont réservé un bel accueil. Enfin, beaucoup de journaux de presse écrite aussi. Et voilà, avec le temps, on apprend à se détacher de la critique. Déjà parce qu'elle est loin d'être toujours bonne. Et qu'il faut apprendre à faire avec ce qui ne fait pas du bien non plus. Tu as de la chance d'avoir eu plutôt que des bonnes critiques. Oui, mais parce qu'on n'est plus dans une époque, tu vois, où je repense au truc sur Gainsbourg, sur machin, où on envoyait des grosses salves. Après, si, il en reste, les masques et la plume et tout, il y en a qui sont très, très âpres parfois, mais et puis ils le justifient. Je veux dire, moi, c'est pas un jugement que je porte là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'en vieillissant aussi, il y a une espèce de... Et puis au fur et à mesure que tu portes plusieurs enfants, plusieurs livres, tu te dis, de toute façon, c'est moi, bon, c'est ce que j'ai fait. Ce serait comme renier. Donc voilà, on critique, bon, mais c'est là, et il y en aura encore d'autres, j'espère, parce que ça voudrait dire que je continue d'écrire. Et donc je me suis un peu distanciée, même si évidemment qu'on a besoin, on se nourrit de ça, surtout au début. On se nourrit quand même du retour des lecteurs essentiellement. La presse aide infiniment. Aujourd'hui, les réseaux sociaux aident infiniment. Il y a des gens qui font ça avec un grand professionnalisme, beaucoup d'intérêt pour la lecture en plus. Donc, c'est très précieux. Mais je dirais que j'ai envie de dire en tout cas qu'on s'en détache un petit peu. Mais je vous fais confiance pour comprendre que ce n'est pas tout à fait vrai. Voilà, il y a évidemment que ça pique aussi quand c'est la pas fameuse bon. nuance, oui. Ouais, tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué, mais comme tous les artistes, en fait. Ouais. Et il y a quelque chose que tu as dit qui est intéressant. Tu vois tes romans comme tes enfants. Tu es toi-même maman. Est-ce que, par exemple, par rapport à la critique que Thomas disait, tu vis la chose comme si une maîtresse disait que ton enfant était comme ci, comme ça, et que tu arrives à t'en détacher et te dire, bon, moi, c'est mon produit? Oui, non, quand même, je fais un peu la part des choses. Le livre, ça reste... voilà, Ouais. je pense que sur mon fils, je serais un peu plus Un peu dur. plus, ouais. Mais non, bien sûr que tout le monde a son avis et que c'est bien naturel et que heureusement qu'on ne fait pas l'unanimité. Le principal, c'est d'être lu et d'avoir des retours, et on n'est jamais lu de la même manière. Tout le monde a une sensibilité différente. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais oui, c'est... Il n'y en a aucun que je renie aujourd'hui, quoi. Je les aime tous pour des raisons différentes. Ils m'ont amené ailleurs. Chacun a été une étape, quelque chose qui correspondait à mon état d'esprit du moment. Non, je suis attachée à tous mes livres. Ils racontent chacun une partie de moi à un instant donné. Donc oui, non, je les aime tous.
Et donc là, on arrive à la trame de l'ensemble de ton œuvre, où on en parlait tout à l'heure, il y a vraiment une analyse du côté sombre de l'humanité, ou du moins de comment le système peut amener l'homme à être d'une certaine manière ou non. Est-ce que tu penses que le système est toujours responsable, ou du moins souvent responsable, du malheur et de la violence de l'être? De l'individu. Ouais. C'est une vaste question. Oui. C'est colossal. Que tu traites en 4 romans, de manière différente. Non, c'est vrai que moi, j'ai un peu ce truc-là de... Toujours, c'est vrai qu'avec Laissez nous la nuit, c'était Yann qui se retrouvait, mon personnage principal, en prison face à une injustice. C'est vrai que le regard d'autrui, le préjugé, la construction systémique, le poids que ça a sur l'individu, c'est quelque chose qui m'obsède assez. Mais c'est marrant parce que avant que tu le dises, tu vois, je le conscientise pas forcément. J'écris toujours, voilà, des individus avec de l'adversité, qui luttent contre l'adversité. Et là, effectivement, en particulier dans Spécimen, mais même dans Wunderland, c'est vrai que les Allemandes qui débarquent, elles sont victimes du regard des autres. Enfin, parce qu'on est société, en fait, parce qu'on est groupe humain, de toute façon, il y a un moment... cette force, cette pression du groupe sur l'individu. Et la réaction de l'individu, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ce qu'on l'inflige, ce qu'on co-construit, qui détermine nos personnalités à chacun, qui détermine notre façon de nous battre, qui détermine qui nous sommes. Parce que dans le cas de Spécimen, par exemple, Raphaël Costa, le jeune homme dont il est question dans le roman, peut-être pitcher un peu avant l'histoire, c'est que l'histoire, c'est celle d'une femme qui dépose un jour son enfant chez sa nourrice. Cette femme est une sorte de double narratif. Et la nourrice demande à lui parler, lui dit qu'elle a elle-même un garçon qui a 19 ans, elle lui en avait jamais parlé avant, et qui a disparu, et qui a des démêlés avec la justice, mais qui a laissé un carnet. Elle confie ce carnet à cette femme en lui disant « Écoutez, vous écrivez, vous avez déjà écrit sur la justice, il faut m'aider, je sais pas où est mon fils, s'il vous plaît, aidez-moi à comprendre un peu qui est mon enfant en fait ». Et donc, elle dit, mais jamais de la vie, je vais ouvrir ce carnet. Je veux rien avoir à faire avec ça, encore moins avec la justice. Sauf que le carnet, elle part avec. Et que le carnet va rester dans son sac à main, va rester auprès d'elle, un peu comme un truc radioactif. Et qu'évidemment, elle va finir par l'ouvrir. Et que ce qu'il va y avoir dans ce carnet va bouleverser toute son existence, son rapport à son fils, à son mec, à sa vie. Et cette contagion-là va être quelque chose d'irréversible. Et ça va l'amener très loin. Elle va se souvenir elle-même d'une amitié passée où son ami d'enfance a disparu. Et tout ça va se mélanger pour produire un espèce de chaos, voilà, qui fait le thriller jusqu'à un dénouement final, dont je ne peux absolument rien dire, parce qu'il s'agit, dans le jargon, d'un plot twist. Mais voilà, donc c'est tout ça. Sur le système, il est question des fantasmes que l'on a, nous, en tant que société, c'est-à-dire quelle idée j'ai de ce à quoi doit ressembler un criminel, un pédocriminel, un pervers, un monstre social, en fait. Et ça, c'est déterminé par la société. On te dit, si tu penses comme ça, tu es un criminel. Si tu commets cet acte, tu es un criminel. Là, tu es ça, là, tu es un porc, là, tu es ça. Donc, on sait très bien quels sont les codes qui régissent nos vies. En dehors de ça, qu'est-ce que nous, on en fait en tant qu'individu ? Est-ce que parce que moi, j'ai vu un individu faire quelque chose, automatiquement, je vais le juger comme tel. Et qu'est-ce que l'agglomération, l'addition de tous nos jugements produit des monstres ? C'est-à-dire parce que c'est la question que Raphaël, à un moment, évoque dans son carnet. La narratrice dit, est-ce qu'à force de le regarder comme on l'a regardé, de lui parler, de s'adresser à lui et de le juger comme on l'a fait, on a participé, nous, tous, à faire de lui le monstre qu'il est aujourd'hui. Donc, effectivement, la place de la co-construction, des propos que l'on tient. Et il s'agit aussi évidemment du sujet des réseaux sociaux. Vous voyez, c'est-à-dire, est-ce que les images qu'on envoie à nos gamins toute la journée, auxquelles personne ne se voile la face, on sait très bien que ce à quoi ils ont accès, ne génèrent pas de la monstruosité ? La réponse est oui. Il y a eu cette géniale série aussi Adolescence qui pose la même question avec tous les réseaux masculinistes. Donc c'est à force d'être abreuvé de contenus haineux vis-à-vis des femmes, ou alors des contenus haineux, ou alors sexuels vis-à-vis des enfants. Il y a tellement de choses, tellement de déviances possibles qu'on ne va pas toutes les énumérer. Mais en gros, il y a une vraie question à se poser sur l'avenir. Et c'est une des questions du roman qui est mise sur la table par le psychiatre avec lequel j'ai travaillé et qui est dans le livre.
c'est aujourd'hui 40% des actes pédocriminels sont commis par des mineurs. Donc, ciao, l'image du pédophile en pas ciao, mais c'est plus la seule et unique image, en tout cas, du pédophile en impair à la sortie de l'école. Avec des lunettes bien grandes. Donc là, on est face à quelque chose où, malheureusement, il y a autre chose qui est en train de venir, qui fait très peur et qui est un fléau dont il faut parler, quoi. Et cette chose-là, bien sûr qu'elle est sombre, mais ce qui est encore plus sombre, c'est de faire comme ça, tu vois. Il y a un moment, la lumière collective, elle vient aussi du fait qu'on prend en main les sujets, qu'on accepte de les poser sur la table et de se dire, là, voilà, il faut aider ces gens-là. Parce que, quand je dis aider, c'est pas concéder moralement à leur acte un accord. Voilà, c'est dire, bien sûr que c'est insoutenable et qu'on va faire de la prison pour ça. Bien sûr que ça doit être pénalement puni. Mais il n'empêche que quand c'est à cette échelle, parce qu'on parle quand même de 40%, quoi, voire plus maintenant, on va pas enfermer ces enfants, puis ça reste des adolescents. Donc qu'est-ce qu'on fait pour écrire le livre? Moi, je suis allée sur des forums, mais j'ai vu des choses terribles, bien sûr abominables, mais aussi de la détresse, des gens qui sont au bord du suicide, des jeunes gens, hommes et femmes, jeunes filles et jeunes garçons, qui sont complètement bouffés par leur déviance, par leur ça les ronge. Donc, voilà, et je pense que ça, c'est l'écrivain, c'est sa place, c'est-à-dire les endroits sombres, les recoins de l'humanité, c'est ce qui concerne nous autres, les auteurs. Personne n'a envie d'aller là. Et c'est À ce part qui les donne de l'épaisseur également au roman, puisque là, on rentre aussi dans les années 20, dans un moment où finalement, on attend de l'auteur de montrer des parts sombres de l'humanité. C'est aussi une question d'époque, non ? Avant, on était plus dans la recherche, dans les années 2000-2010, de l'histoire parfaite par rapport à la société, etc. Aujourd'hui, on cherche plus à la contradiction. Écoute, ça, j'ai pas... T'as peut-être raison. Moi, je me suis pas trop posé la question. Mais oui, en effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions comme ça, notamment les sujets d'inceste, les sujets de... Oui, ce qui se passe dans les familles, dans les foyers, dans les intimités. Ça devient de plus en plus... mais parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de souffrances liées au fait que ça a toujours été éludé, quoi. Et MeToo, même si c'était pas le sujet de base, a amené aussi une libération de la parole globale. C'est ça, les femmes, les enfants... Ouais. Alors après, ce qui est très vrai, c'est que la littérature est un milieu extrêmement archaïque, très, très vieux, qui a ses codes. Et effectivement, je pense, mais ça me fait presque sourire maintenant, mais c'est cliché aussi. Donc, il y a beaucoup de prix, beaucoup, avec des noms de brasseries. Voilà, beaucoup de... Et j'ai un respect infini pour ça, j'ai même beaucoup de tendresse, mais... Voilà, disons que j'ai jamais eu cette image très 19e ou début 20e de l'écrivain, des lieux où il devait se rendre. Ça me semble beaucoup de mondanité. Ouais. Ça me semble beaucoup de mondanité et je suis pas sûre que l'écrivain d'aujourd'hui ait besoin d'aller beaucoup traîner à Saint-Germain pour la faire courte, tu vois, et sans manquer de respect à personne. Mais je pense pas que ça se situe là, en fait, l'écriture d'aujourd'hui. Voilà. Ça a sans doute été... névralgique à un moment. Il y a beaucoup de gens qui s'accrochent par nostalgie peut-être à ça. Je comprends, l'image d'Épinal est belle et tout, elle est même très française. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont trait à ça. Mais dans les faits, l'écriture d'aujourd'hui, voilà, je pense que c'est pas forcément là qu'elle se place, quoi. Moi, ce que je me demande, avec tout ça, quelle est ta mission réellement ? Ta première mission. Quel est ton but final? Est-ce que tu en as un? Est-ce que tu le recherches activement? Alors, s'il est là, il n'est pas... Peut-être qu'il y a des éclairs de lucidité de temps en temps où je me dis, là, Pauline, t'es quand même bien dans ton délire. Il y a vraiment une ligne droite, quoi. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du... Ouais, qui pousse à l'intérieur, mais sur lequel j'ai pas les yeux, tu vois. Je sais pas si c'est clair, mais... Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une recherche de justice, une recherche de mise en abîme, de mise en avant aussi d'individus qui me semblent aux marges ou qui me semblent qui ont le besoin d'être défendus, des sujets importants, l'univers carcéral, la prison, le rejet, la mise au banc, idem pour Spécimen, tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui m'obsède avec ça, de l'ordre des... Mais c'est marrant parce que, déjà,
mes premières interviews pour Laissez-nous la nuit, mon tout premier roman, ça revenait. Tu sais, cette sensation d'être sur un fil, tous autant qu'on est nous, c'est-à-dire, bien sûr, là, on est habillé correctement, on présente bien, on a des boulots, on gagne nos vies, voilà, on est dans une forme de sociabilité qui nous va. Et il m'a toujours semblé, mais ça depuis le début, et je pense même que c'est peut-être là que se situe le nœud de l'écriture, la motivation, que c'est un fil, tout ça, tu vois, sur lequel on est un peu en funambule, et que le moindre accident, le moindre écart de conduite peut t'amener ailleurs dans un truc possiblement très sombre. Et que ça vienne de toi ou de la vie de quelqu'un d'autre qui te touche de près, l'accident en fait, voilà, l'accident ou la chose provoquée, la chute. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment m'obsède, quoi, comme si il y avait au fond de moi la vision très nette que tout ça est un décor, quoi. Et tu sais, il y a un auteur que j'adore qui s'appelle Pedro Calderón, porque yo me encanta Más que la nunca, palabra sí. española. Ya sabes, yo he vivido en Madrid, así que bueno, puedo hablar español. Fue en Madrid. Vale, que me encanta. Sí, podemos hablar castellano también, sí. Para la entrevista. Je sais pas si ça va plaire à tous les auditeurs, mais en tout cas, ouais, il dit cette phrase, vida es sueño. Ah bah oui. Et en fait, j'ai mis Formidable, longtemps à ça. comprendre cette chose-là. Enfin, pas la comprendre, mais j'ai eu des acceptions, des interprétations différentes. Et aujourd'hui, je la vois vraiment comme ça. C'est-à-dire, c'est un peu ce que t'en fais. Donc évidemment, et après, malheureusement, ce que la vie, quoi, les éléments extérieurs. Je parle pas évidemment de la guerre, des choses terribles qui sont des coups de massue sur la tête et donc, qui t'appartiennent pas. Mais voilà, et je pense que cet amour du show, du truc un peu solaire, de la télévision, de l'image, procède de ça. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de la paillette, il faut qu'il se passe des choses qui m'animent et qui soient belles, quoi. C'est un produit de la conscience. Ça, pardon ? C'est un produit de la conscience. Ouais, je pense que c'est une construction de survie aussi, Ouais. d'une forme de vie qui me paraît viable. Et après, derrière, ça veut pas dire que... Tu vois, c'est comme les coulisses d'un décor, quoi. Ouais. Ça veut pas dire que derrière, tu crois complètement à la farce que tu te joues et qu'il n'y a pas une profondeur qui t'amène dans quelque chose de beaucoup plus ténébreux, quoi. Mais à la fois, c'est ensorcelant. Moi, c'est ce qui... Je pense que c'est vraiment ce voyage entre les deux mondes, entre les deux décors, qui produit de l'écriture, qui produit du sens, qui produit du vertige, et puis des belles rencontres, de la relation. Voilà, sûr. je pense que c'est toutes ces petites entailles, tu vois, qui sont stimulantes, quoi. Sinon, bon, on est tous que des petits pantins qui sourient, il n'y a pas de, tu vois, de Y a pas de profondeur dans nos profondeur, trucs, et ce serait quand même très chiant, quoi. Il me semble. Et par rapport à ça, pour reboucler avec Ouais. ton œuvre, la semaine dernière sur Click, tu as recommandé le roman de Gisèle Pellicot. Oui. Je me permets de faire le parallèle par rapport à la Ouais. profondeur que tu cherches et par rapport aussi à la noirceur qui est bien au sûr. cœur de ton œuvre. Est-ce que tu penses que la société évolue ou c'est simplement le regard qui change ? Je pense que c'est les deux. Ouais. Je pense que c'est les deux, que l'un entraîne l'autre, qu'il faut quand même mettre sous le nez de ces individus récalcitrants à la non-violence vis-à-vis des femmes, à des choses terribles, et surtout parce que peut-être que l'atrocité ne leur suffit pas et qu'il faut vraiment dire, en fait, vous allez être punis par la loi, vous allez passer votre vie en prison, voilà, pour dire les choses concrètement. Milieu que tu Puisque vous connais bien. comprenez pas... Comment ? Milieu que tu connais bien. Oui, mais que je connais bien. Et puis voilà, je veux dire, il y a un moment, il faut des règles. C'est une Ouais. société. Moi, là-dessus, je ne m'en cache pas non plus. Voilà, je pense qu'on est obligé de mettre des carcans. On a bien vu que sinon, c'est compliqué, quoi. Mais par rapport à Gisèle, je crois que ça nous a tous profondément bouleversés. Il y a quelque chose de l'ordre, c'est tellement atroce. Et pour le coup, ce truc-là des deux mondes, c'est vraiment des vies parallèles. Quand tu lis ce qu'elle raconte, elle dit, mais moi, je vivais cette vie-là et en parallèle, il y avait ça. Mais c'est pas la même vie, quoi. Et le fait, je me dis, ce qui a dû être le plus dur pour elle, j'imagine, c'est de recoller les morceaux ensemble et de se dire, bien sûr, la Gisèle qui était sur ce divan-là, violée par ces hommes, c'était aussi celle qui faisait le petit déjeuner. Enfin, voilà, sauf qu'elle n'en avait pas conscience. Donc, elle le raconte très bien, d'ailleurs, dans son livre. Et je tiens à dire que ce livre-là a été écrit par Judith Pérignon, qui est une journaliste brillante. Ça fait longtemps que je la suis. Et je suis contente qu'aujourd'hui, elle ait eu l'opportunité, même si elle l'avait déjà avant, mais je trouve que ça donne encore un autre éclairage sur son talent. C'est pas pour rien que c'est elle qui a été choisie, je pense, pour écrire le livre de Gisèle. Voilà, sa sensibilité, elle est allée s'installer chez elle, elle a vécu avec elle. Voilà, la confiance qu'elle lui a donnée, je pense qu'elle est tout à fait méritée. Et ça sent dans le livre, c'est assez sublime, quoi.
Voilà. On a une question qu'on aime beaucoup poser Oui. à tous nos invités. On l'a posée à Miguel Bonnefoy, que tu connais, que tu as Ouais. côtoyé. Et on Oui, attend j'aime toujours beaucoup. sa réponse d'ailleurs, qu'il nous donnera dans 20 ans. Il nous a dit, mais la On question est l'adore la pour ça. suivante. Si tu étais là en face de toi à 20 ans, Hmm. ou alors que tu regardais cette vidéo-là depuis YouTube et que tu pouvais Mm. poser un commentaire, quelle question tu voudrais te poser? Et inversement, quel conseil est-ce que tu te donnerais? La question. Et en même temps, non, j'allais dire, qu'est-ce que tu cherches au fond? Mm. Mais en même temps, je sais que la Pauline de 20 ans n'y aurait pas répondu. Mais peut-être que ça l'aurait mis sur une piste pour éviter de trop. Et sinon, calme-toi. Calme-toi, ça va aller. Ça va aller. N'aie pas peur comme ça. Mais je pense que cette fébrilité, elle a trait à l'âge, elle a trait. Je pense que c'est un âge assez. Moi, j'ai pas été. Comment dire? Ça a été des années sublimes, la vingtaine, mais à la fois très chaotique. J'ai l'impression que c'est très difficile d'avoir entre 20 et 30 ans. On est en plein dedans là. Ouais, enfin, je sais pas comment vous le traversez, mais je trouve que c'est très dur parce que à la fois, on essaie de trouver une identité, et bien sûr qu'on n'y est pas. Je crois pas me tromper. Ouais. Et à la fois, il se passe des choses très belles, on profite de la vie dans le présent. Après, c'est différent le regard qu'on a sur le présent, je trouve, après tout ça, après l'enfant peut-être aussi. Mais je trouve que moi, j'avais une espèce d'intensité à 20 ans, voilà, de l'instant, de pas rater, d'être là avec les autres, une sociabilité aussi, quelque chose de très... une urgence, une espèce de brûlure très... que j'ai adoré vivre et que parfois à laquelle je repense avec beaucoup de bonheur et de... J'ai adoré cette décennie, mais à la fois beaucoup de tristesse aussi, beaucoup de sentiments d'abandon, beaucoup d'échecs, quoi. J'ai vraiment vécu aussi beaucoup de ce truc-là de pas y arriver, de jamais y arriver, voilà, de pas être d'être à côté de la plaque, quoi. Ou même il n'y avait pas de plaque, quoi. Donc ce truc un peu, voilà, d'être perdu. Mais donc je dirais, continue d'avancer tes pions les uns après les autres. Cherche pas à avoir trop loin aussi, parce qu'il y avait ce truc-là de toujours avoir des projets, mais c'est naturel, hein. Ça va changer le monde. Ouais, changer le monde et puis avoir des plans sur la comète, et c'est très bien, mais se souvenir, la Pauline d'aujourd'hui, elle est très pas à pas, quoi. Et c'est beaucoup plus confortable dans la vie de tous les jours. Ça aide à avoir une rigueur, quelque chose de beaucoup plus... Ouais, je sais pas, je me sens mieux, quoi. Tu vois, je me couche mieux, je me lève mieux, je suis moins torturée. Plus de légèreté. Et ça permet... Bizarrement, on dit qu'en vieillissant, mais ça permet beaucoup plus de légèreté. Ouais. C'est vrai que tout était très drama, quoi. Même parfois, je suis là, oh, waouh, Wow. les clopes à la fenêtre à 3h du mat avec de la musique triste, c'était peut-être un peu too much. Mais à la fois, voilà, si j'avais pas vécu ça, je pense que voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour cette période-là aussi. Et il m'arrive parfois d'y tendre de nouveau. C'est jamais résolu. Ouais, c'est jamais un long fleuve tranquille. Non, c'est ça. Et puis chaque âge a ses étapes. Mais voilà, je dis vraiment, il y a un truc à faire avec avancer. Quand on croit en quelque chose, essayer de le mettre en œuvre déjà pour demain. Tranquillement. Avancer, voilà, avancer. Et puis les choses se font comme ça, il me semble. Ce que tu dis à la Pauline de 20 ans sur l'intensité me bouleverse, puisque j'ai l'impression que tu me donnes des conseils à moi-même. Et finalement, comme disait Miguel, la singularité et l'humanité. Bien Donc sûr. ça parle énormément aussi Bien à nos sûr. auditeurs. Mais c'est vrai qu'à cet âge, c'est ça qui est douloureux aussi. Ouais. Je trouve à la vingtaine, c'est que tu captes que tu peux être à côté d'une certaine chose. Moi, je travaillais en entreprise. Ouais, bah oui. Bon, j'avais un boulot dans une boîte qui est très chouette, qui s'appelle Hopscotch. Enfin voilà, je faisais des trucs, mais déjà, même eux, ils comprenaient pas trop ce que je faisais là. Ils m'avaient mis dans un espèce de placard où je faisais des vidéos parce qu'ils captaient bien que j'étais un peu artiste. Mais en même temps, bon, mes vidéos, bon, c'était pas non plus, voilà, c'était pas dingue. Et puis c'était des trucs pour des publicités. Donc bon, voilà, j'ai composé avec des versions de moi qui cohabitaient, qui faisaient un truc vraiment épouvantail, quoi. Avec le recul, complètement. c'était vraiment très bizarre, un peu Frankenstein. Et voilà, mais petit à petit, il y en a un qui l'emporte sur l'autre. Et pour l'instant, ce qu'il a emporté, c'est le fond, quoi. C'était vraiment la Pauline qui avait...
voilà, l'émotion, l'écriture. Mais encore une fois, c'est du travail, mais il faut lui donner sa chance aussi. Mais c'est vrai que j'ai pas eu la réponse du jour au lendemain, quoi. C'est parce que je me suis trompée, parce que je ne supportais plus d'aller bosser le matin là-bas, de faire les choses que je faisais, que la vie, tu vois, m'a mise un peu ailleurs, et moi aussi. Voilà, donc ça se fait par décalage progressif, quoi. J'ai pas tout de suite pris la direction de, tu vois, l'autre extrême. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre que j'avais besoin de ça, donc j'ai écrit, et puis voilà. Dernière question, Oui. qui est beaucoup plus légère. C'est quelque chose qui m'a perturbé. Est-ce que tu fais exprès de publier tes romans tous les 2 ans ou alors... En plus, toutes les années paires. Ou Pas alors du tout. Ah oui, putain, ok, ouais. Ouais, mais tu vois, quand je te disais que je n'ai aucune logique mathématique, c'est complètement vrai. Je n'avais même pas. C'était pas calculé. Ah, mais non, mais j'ai surtout pas J'ai l'impression remarqué. de faire le commentaire du prof de français à des Ouais. premières qui dit « Ah, elle a fait exprès. Ouais, pour, mais ouais. pas du tout, en fait. Oh non, vraiment, loin Mais de moi peut-être cette c'est idée. le temps qu'il te faut pour Ouais, je pense. processer le truc. Ouais. Bah alors, je vais mettre un petit coup d'épaule aussi, mais oui, c'est le temps qu'il me faut. Après, moi, j'écris plus. C'est-à-dire qu'il y a des romans qui sont dans mes placards, tu vois. Donc, j'écris tout le temps. N'hésite pas à m'en donner un peu aussi. T'as pas besoin de moi, t'auras pas besoin de moi. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que effectivement, il y a beaucoup de récits. Après, ils valent pas tous. Moi, je me dis pas, je vais le donner à l'éditeur. Voilà, il y a des choses que je partage pas, ou alors que je garde pour plus tard. Où je me dis, celui-là, je peux pas être honnête encore. Parce que tu vois, c'est toujours cette question-là. Celui-là, je peux pas aller au bout maintenant. Le moi de maintenant est incapable d'affronter ce truc-là. Donc, plus tard. Mais il y a des passages que je veux, parce que je les trouve bien, ils me plaisent, donc je peux les façonner pour les mettre dans mon nouveau texte. Donc écoute, voilà, ça reste encore une fois composé avec plein de choses qui te façonnent, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. Merci à tous les deux. C'était génial, on a passé un super moment. Moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Et voilà quoi. On n'a même pas besoin de te souhaiter quoi que ce soit pour Spécimen. Il a déjà été tellement bien reçu par la critique. Écoute, on a toujours besoin de bonnes vibes, mais oui. On touche toujours la plante. On te reverra au cinéma. Ah bah alors bientôt. moi j'y serai pas. Je serai pas actrice. On la reçoit bien. On le souhaite. Ouais. On le souhaite là aussi. Bien sûr. Merci Super. beaucoup. Merci beaucoup. Merci.